Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième partie des mercredis de la découverte consacrée à la filière histoire. Nous accueillons Julien Villain, co-responsable de la licence histoire, qui va nous présenter donc sa filière dans ses grandes lignes. Ensuite, suivra un jeu de questions-réponses avec vous. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Julien Villain, donc co-responsable de la filière histoire. Merci beaucoup et bonsoir à tous, bonjour ou bonsoir à tous, et merci évidemment au service du Saône pour cette animation de l'après-midi. Merci à Monsieur Chagia qui est à la régie également. Alors, je m'appelle Julien Villain, je suis responsable de la première année en licence à l'Université d'Evry et je suis également le responsable de la licence d'histoire. Des questions administratives, la question n'est pas là aujourd'hui. Il s'agit surtout de vous présenter en quoi consiste cette licence d'histoire, c'est-à-dire ce que l'on y apprend et quels sont les débouchés que cela procure. Alors, quelques éléments de présentation. D'abord, l'histoire, ça fait partie d'un grand domaine que l'on appelle les sciences humaines et sociales. Si vous vous inscrivez en histoire à l'Université d'Evry, vous aurez bien évidemment des enseignements en histoire, ça va de soi, je vous dirai d'ici quelques instants de quoi est-ce qu'il s'agit et en quoi est-ce que ça consiste, mais vous aurez également un enseignement que l'on peut qualifier de généraliste et pluridisciplinaire. C'est-à-dire que vous aurez une ouverture vers d'autres domaines scientifiques qui sont là pour compléter, pour nourrir votre enseignement de l'histoire. Ça veut dire, très concrètement, que vous aurez tout d'abord de l'enseignement de la géographie, et à Evry, nous enseignons la géographie en histoire toutes les années de la licence, mais vous aurez également des enseignements en économie, des enseignements en sociologie, des enseignements en langue ancienne, puisque nous considérons que nous avons besoin, pour faire de bons historiens, d'avoir une approche pluridisciplinaire, ça veut dire une approche qui mobilise différents domaines du savoir. Alors, même si c'est généraliste et pluridisciplinaire, c'est quand même une licence d'histoire. Et cette licence, donc, elle est fondée sur l'étude systématique de ce que l'on appelle les périodes classiques, les périodes canoniques de l'histoire. Dans n'importe quelle université, en France, vous aurez les 4 périodes qui vous seront présentées, et à Evry, nous ne dérogeons bien évidemment pas à la règle. Les 4 périodes, c'est ce que l'on appelle l'histoire ancienne. L'histoire ancienne, c'est, pour le faire très vite, jusqu'à la chute de l'Empire romain, jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Ce que l'on appelle l'histoire médiévale, l'histoire du Moyen-Âge, donc la période qui va de la fin de l'Empire romain en Occident jusqu'au XVe siècle, avec, pour le faire vite, les grandes découvertes, découvertes de l'Amérique, découvertes du passage vers l'océan Indien. Ensuite, nous avons, ce que j'enseigne moi-même, ce que l'on appelle l'histoire moderne, donc du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, dans un cadre français, on dirait jusqu'à la Révolution française, et enfin s'ouvre la période dite contemporaine, c'est-à-dire, pour le faire très vite, le XIXe, le XXe et même d'ailleurs le XXIe siècle, puisque à Evry, nous intégrons un enseignement de ce que l'on appelle histoire du temps présent. Et c'est une spécificité évrienne, cette histoire du temps présent, vous aurez un enseignement en L3 en histoire du temps présent. Bien. Notre enseignement donc fait appel à différents domaines du savoir. Mais surtout, il est ouvert aussi vers les arts. Par exemple, nous avons en L3 un enseignement en histoire des arts, puisque l'aspect visuel, l'aspect pictural des choses est indispensable pour comprendre les cultures et les sociétés. Mais nous avons également, lié à l'histoire contemporaine, un enseignement, toujours en L3, en histoire et cinéma. C'est l'histoire à partir des films. Comment est-ce que l'historien peut faire son miel, en fait, de films. C'est donc de l'analyse filmique qui est dédiée à l'enseignement de l'histoire. Donc, vous voyez, nous proposons un enseignement qui est ouvert, généraliste et pluridisciplinaire, comme je vous le disais. Alors, tout ceci, ça mène à quoi? Ça mène au développement de ce que l'on appelle des compétences.
À l'issue de votre formation de licence en histoire à Évry, vous aurez travaillé, vous aurez progressé dans un certain nombre de domaines. D'abord, étant donné qu'il y a beaucoup de travail, nous allons y revenir, vous apprenez à vous organiser dans votre travail. Nous travaillons également la rigueur analytique. Par exemple, lorsque nous travaillons sur des textes ou des documents, ou alors lorsque nous travaillons sur des sujets de réflexion. Donc, lorsque l'on est en licence d'histoire, on apprend à réfléchir et on apprend à être précis dans le vocabulaire que l'on utilise, ou alors à être fin dans ses analyses. On apprend également à conceptualiser, ça veut dire à monter en généralité. Et pour réussir tout cela, bien évidemment, il s'agit d'être précis dans son expression, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. C'est pour ça, je vais y revenir, là encore, que en première comme en deuxième année, nous prévoyons dans notre maquette, c'est-à-dire dans nos enseignements, des cours d'expression écrite, mais aussi d'expression orale, pour aider les étudiants à affiner, à préciser leurs pensées, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Ça se manifeste donc ces grandes compétences dans un certain nombre de savoir-faire que je vous ai listés ici. D'abord, on travaille sur des documents, ce qu'on appelle des corpus de sources, et on travaille la problématisation, c'est-à-dire le questionnement, le retour critique par rapport aux documents. Bien évidemment, puisqu'on travaille sur un grand nombre de documents, nous vous apprenons et vous apprenez à traiter l'information. Vous travaillez, dit autrement, ce que l'on appelle la capacité de synthèse, et donc ça va avec, ça vous aide à mettre en perspective un certain nombre de données. Bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de produire des résultats, mais il faut aussi communiquer ces résultats, à l'oral comme à l'écrit. Je viens d'en donner une illustration. Par ailleurs, notre licence a une dimension, disons, professionnalisante aussi, puisque nous vous apprenons, nous vous aidons à apprendre, tout du moins, à travailler au sein d'un collectif. En particulier, je vais vous en dire un mot d'ici quelques instants, en L2, en deuxième année, au second semestre, nous prévoyons ce que l'on appelle un projet tutoré, ça veut dire un travail en équipe d'étudiants, un travail de recherche en équipe d'étudiants. Vous êtes à 3 ou 4 pour travailler sur un corpus de données et produire une recherche d'une vingtaine de pages. Donc, par ce biais, nous vous apprenons, nous vous initions à travailler au sein d'un collectif. Enfin, plus généralement, à partir de toutes les clés intellectuelles et techniques que nous pouvons vous donner, nous vous aidons, en somme, à appréhender ce que l'on appelle les grands enjeux mondiaux et à replacer les informations dans leur contexte culturel, social, religieux, institutionnel et politique. Ainsi, donc, on vous forme à la compréhension du monde contemporain à travers l'étude donc, de l'histoire humaine. Ces formations, qu'est-ce que l'on peut en faire? Comment est-ce que l'on peut valoriser la masse gigantesque de connaissances que vous aurez acquises en 3 ans et l'ensemble des savoir-faire que je viens de vous détailler? D'abord, dites-vous bien que lorsque vous commencez une licence générale à l'université, celle-ci doit être complétée d'un master, c'est-à-dire d'une formation en 2 ans derrière, qui peut être éventuellement, si vous le souhaitez, être complété par un doctorat, que ce soit un doctorat de recherche ou alors un doctorat professionnalisant, un doctorat qui vous donne accès au titre d'ingénieur. Les masters, nous en avons en histoire disponibles, proposés à l'université d'Évry. Nous en avons 2. Nous avons tout d'abord un master recherche qui fait de vous des chercheurs en histoire, avec une production d'une vraie recherche scientifique, historique, universitaire à l'issue de votre master, ce qu'on appelle le mémoire. Mais il y a également ce que l'on appelle un master professionnalisant qui vous est proposé à Évry, qui s'appelle Valorisation et patrimoine des entreprises.
À travers ce master, on vous apprend notamment à être de bons archivistes et à mettre en valeur l'ensemble des documents qui sont produits par les entreprises. Ainsi, vous travaillez en gestion du patrimoine. Vous êtes également tout à fait employable dans les différentes agences locales du patrimoine. En plus de ces masters, recherche et professionnalisant, il y a possibilité à Évry de s'inscrire dans ce que l'on appelle le master MEF, c'est-à-dire les métiers de l'enseignement et de la formation, que ce soit pour le premier degré, c'est-à-dire pour devenir professeur des écoles, ou alors pour le second degré, donc passer un CAPES d'histoire-géographie pour devenir professeur d'histoire-géographie. Par ailleurs, outre ces formations maison, si je puis dire, outre ce que l'on vous propose à Évry, vous avez tout à fait la possibilité, avec votre licence d'histoire, de poursuivre d'autres formations, d'autres masters. On pense notamment aux masters en aménagement du territoire, qui sont liés à la géographie. On pense également aux masters en sociologie, par exemple. On pense aux écoles de journalisme ou alors aux IEP, aux instituts d'études politiques. On pense aussi aux écoles de commerce, puisque les écoles de commerce recrutent au niveau master et elles sont assez friandes, contrairement à ce que l'on peut imaginer, d'étudiants venant du domaine des SHS. En fait, elles sont intéressées par le profil des étudiants venant des sciences humaines et sociales, par leur culture générale, par leur capacité à rédiger et à analyser les problèmes. En somme, vous voyez qu'il y a une masse assez importante de portes qui s'ouvrent à vous à partir d'une licence d'histoire, ce qui vous permet donc une insertion professionnelle tout à fait satisfaisante dans des métiers qui peuvent être très diversifiés. On a déjà parlé des métiers des archives et de la documentation, mais aussi de tous les métiers de la formation, voire de la petite enfance, enfin l'enseignement pour faire vite. Vous pouvez évidemment, à partir du master obtenu depuis une licence d'histoire, travailler dans une foule d'emplois de type administratif ou commerciaux. Je pense notamment à la banque, à l'assurance, à la gestion de biens, à l'immobilier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une foule de concours de la fonction publique, bien sûr, vous sont ouverts. En somme, donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes possibilités d'insertion professionnelle qui sont rendues possibles à partir d'une licence d'histoire, bien au-delà, en réalité, du simple enseignement, que ce soit dans les écoles primaires ou dans le secondaire, collège et lycée. Une fois qu'on a vu tout ceci, me direz-vous, en quoi est-ce que ça consiste l'enseignement qui est dispensé en licence? À quoi ressemble la scolarité en licence? Déjà, ce que je peux vous dire ici ressemble à tout ce que l'on peut voir dans toutes les formations de licence. Une licence, c'est tout d'abord 3 ans de formation. On dit dans le jargon licence 1, L1, licence 2, L2 et licence 3, L3. Et votre diplôme de licence, il est obtenu à l'issue de la L3, c'est-à-dire de la 3e année. Les années, chacune des 3 années, est organisée en semestres. On dit semestre 1, S1, et semestre 2, S2. Le premier semestre s'étend de la mi, voire la fin septembre, jusqu'aux vacances de Noël, à décembre, et le second semestre, S2, commence au mois de janvier et se termine début mai. À l'issue de chacun de ces semestres qui durent 12 semaines d'enseignement, vous avez les examens que l'on appelle dans le jargon universitaire les partiels. Ceux-ci ont lieu au mois de janvier pour le premier semestre et au mois de mai pour le second semestre. Lorsque vous n'avez pas réussi vos examens dans telle ou telle matière, vous avez la possibilité de passer ce que l'on nomme les rattrapages, donc la possibilité de rejouer, si je puis dire, et ces rattrapages ont lieu pour les premiers et les seconds semestres au mois de juin. Donc, au mois de juin, vous avez la possibilité de repasser. Il y a une session d'examen qui est réorganisée pour que vous puissiez repasser les épreuves que vous n'avez pas réussi ou alors que vous avez manqué pour cause de maladie ou autre.
Une semaine de cours à l'université, ça dure à peu près 20 à 25 heures en termes d'enseignement. Donc vous avez 20 à 25 heures de cours, qu'il s'agisse de cours magistraux, CM, ou alors de travaux dirigés, TD. Bien, sur la signification de ces deux termes d'ici un instant. En plus, cependant, de ces simples heures de cours, notez quand même que le travail personnel qui est exigé à l'université est gros. En effet, non seulement il faut acquérir les cours, il faut les écouter bien sûr, mais il faut les apprendre, il faut faire des lectures complémentaires pour bien les acquérir, donc lire des manuels, mais faire les lectures de livres ou d'articles qui vous sont recommandés par vos enseignants. Et vous avez également tout un travail personnel à faire sous forme de préparation d'exposés, de préparation de divers exercices, les exercices qui vous sont donnés dans le cadre des travaux dirigés. En somme donc, en plus des 20 ou 25 heures d'enseignement par semaine, il faut compter raisonnablement sur 20 à 25 heures de travail personnel que l'on vous encourage à faire autant que faire se peut à la bibliothèque universitaire. La bibliothèque universitaire d'Évry a un fonds qui est tout à fait intéressant et bien fourni en histoire, et on veille main dans la main avec la bibliothécaire à ce que le fonds en ouvrages en histoire soit tout à fait apte à fournir tous les documents nécessaires aux étudiants. Les enseignements donc se font sur 12 semaines avec deux grands types d'enseignements. Je les ai mentionnés, les cours magistraux, on dit CM dans le jargon universitaire, et les travaux dirigés, les TD. À l'université d'Évry, chaque plage de cours, CM ou TD, donc, dure 1h30. Les modalités, toutefois, sont différentes. Les cours magistraux, ce sont des cours qui sont délivrés à l'ensemble des étudiants en même temps. Par exemple, en L1, vous êtes et vous serez quelque chose comme 150 étudiants l'an prochain. C'est la jauge que l'on a chaque année. Vous serez environ 150 et vous serez les 150 à recevoir l'enseignement d'histoire ancienne, d'histoire médiévale, d'histoire moderne, d'histoire contemporaine. Ces cours ont lieu dans de très grandes salles, vous êtes nombreux, que l'on appelle des amphithéâtres, et on appelle ça souvent les cours magistraux des cours d'amphi. Amphi pour amphithéâtre. Donc le cours magistral, c'est une grosse leçon d'1h30. Les travaux dirigés, les TD, par contre, c'est des enseignements qui ont lieu en petits groupes. Petits groupes de 25 à 30 étudiants en licence d'histoire. Ces TD, ce ne sont pas des cours magistraux, ce n'est pas l'enseignant qui parle tout seul pendant 1h30, mais c'est par contre des séances où on travaille sur des textes notamment, où on travaille sur des documents iconographiques, et le travail sur ces textes donne lieu à un échange, à une discussion entre l'enseignant et les étudiants. Si, donc, en TD, on travaille la méthode d'analyse des documents. Si je puis dire, on rentre dans le dur puisqu'on se confronte aux documents historiques et on essaie de les comprendre et de les interpréter. Donc, il y a des cours magistraux et des TD, donc deux modalités différentes d'enseignement qui sont dispensées aux étudiants. Je ne vais pas vous détailler ici en détail notre maquette, mais je peux vous présenter très rapidement pour la L1 à quoi ressemblerait le premier comme le second semestre. Premier semestre, comme vous pouvez le voir, pardonnez-moi de vous faire la lecture, vous avez chez nous un cours magistral d'histoire ancienne, on vous parlerait ici des cités grecques au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez également un cours d'histoire médiévale, d'histoire du Moyen-Âge, où là, on vous parle de ce que l'on appelle le Haut Moyen-Âge, le début du Moyen-Âge, avec un cours sur la Méditerranée, l'espace méditerranéen au Haut Moyen-Âge, les échanges entre les différentes parties, différentes régions du monde méditerranéen. En histoire moderne, nous travaillons sur la France dite de la seconde modernité, c'est-à-dire du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pour faire vite,
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et là, vous avez le cours magistral et un TD qui est associé. En histoire contemporaine, il s'agit là de vous faire un cours général sur la Révolution française et l'Empire, 1789-1815, avec là aussi un cours magistral et aussi le TD qui est associé. Signe que l'on a de la pluridisciplinarité à Évry, donc de l'ouverture vers d'autres disciplines, vous voyez que vous n'avez pas que de l'histoire. Vous avez un enseignement en géographie qui vous est dispensé. Vous avez également un enseignement en économie et un autre en sociologie. Et chacun de ces trois enseignements sont là pour venir nourrir votre réflexion de jeunes historiens. On a besoin de plus que ça, en fait, pour pouvoir être bon historien, comme je vous l'ai dit dans mon tout début de présentation. D'abord, vous avez et vous aurez, comme à chaque semestre de chaque année, un enseignement en anglais, avec un TD d'anglais. En effet, aujourd'hui, le monde parle anglais, qu'on le veuille ou non, et même si on fait de l'histoire de France, vous vous rendrez compte qu'une bonne partie des travaux en histoire de France, aujourd'hui, sont en fait publiés en anglais. Il y a en fait, chaque année, aujourd'hui, en France, plus de livres, dans le monde, il y a plus de livres et plus d'articles en histoire de France rédigés en anglais que de livres ou d'articles sur l'histoire de France rédigés en français. On a donc besoin, même pour être un historien de la France, d'être bon angliciste. D'où donc l'anglais à toutes les années et à tous les semestres. On travaille aussi en histoire l'expression écrite, comme je vous l'avais dit, et on travaille aussi la méthode universitaire. On vous apprend en fait à vous orienter dans le monde universitaire et en particulier au premier semestre de la première année, on vous apprend à vous orienter à la bibliothèque universitaire. La méthodologie du travail universitaire, au premier semestre, en fait, c'est un petit travail de recherche individuelle sur un sujet que vous aurez défini avec l'enseignant qui assure justement ce TD. Enfin, si vous êtes admis à l'université en oui-si, en licence d'histoire, je vais revenir là-dessus d'ici quelques instants, vous bénéficiez de ce que l'on appelle le dispositif émulateur. Ça veut dire que vous bénéficiez d'enseignements complémentaires vous permettant, de vous renforcer aussi bien d'un point de vue de l'expression qu'au point de vue de la méthodologie. Au deuxième semestre, on continue, et vous voyez que l'on a un format qui n'est guère différent, si ce n'est que vous aurez là du TD dans toutes les matières historiques. Donc là, vous aurez vraiment un travail de fond sur les documents, toutes matières historiques confondues. En géographie, après la présentation générale du premier semestre, on vous initie aux commentaires de documents géographiques, c'est-à-dire aux commentaires de cartes. On vous apprend aussi comment les historiens travaillent, on vous introduit donc à l'historiographie, et là encore, conformément à ce que je vous disais préalablement, de l'anglais, une fois de plus, de l'expression écrite, une fois de plus, de la méthodologie et du numérique, c'est-à-dire de l'informatique. Méthodologie du travail universitaire, au second semestre, il s'agit cette fois-ci de vous introduire à la dissertation historique. Donc on prend le temps de faire un enseignement spécifique de dissertation pour vous initier à cet exercice qui est assez difficile. Enfin, comme tous les étudiants de l'université d'Évry, vous avez la possibilité de suivre ce que l'on appelle une UE libre, une unité d'enseignement libre. Ça veut dire c'est un cours au choix que vous pouvez choisir dans un ensemble vaste. Parmi les UE libres, vous pouvez choisir des enseignements de sport, des enseignements linguistiques ou des enseignements de culture générale. Vous avez le choix entre une trentaine ou une quarantaine d'enseignements différents. Vous avez donc l'embarras du choix, si je puis dire. Et ces UE libres, donc, vous permettent de compléter votre formation en faisant le choix de choses qui vous intéressent vraiment aussi en plus. Sport, langue ou ainsi de suite.
Dit autrement, on ne décide pas à votre place, c'est vous qui choisissez le contenu de cet UE libre. Je ne vais pas détailler ce que vous verriez et verrez en L2, mais ceci, en tout cas, pour vous montrer qu'on travaille en licence d'histoire, pour vous montrer qu'il faut suivre des cours, mais il faut également rendre beaucoup d'exercices, et pour vous dire donc que notre niveau d'exigence est quand même, autant ne pas vous le cacher, assez élevé. Pour bien réussir en licence d'histoire, il faut déjà maîtriser le français, c'est-à-dire bien écrire et s'exprimer convenablement. Certes, on vous met des enseignements de maîtrise du français en L1 et même d'ailleurs en L2, donc en première et en deuxième année, mais cela n'empêche pas qu'un bon niveau de français à l'écrit comme à l'oral est indispensable pour la réussite. De la même manière, ça va avec du reste, on attend de vous une capacité de lecture qui est importante, donc lire des manuels, mais lire des livres, des articles. On demande de vous d'aimer quand même travailler, parce qu'il y a du travail, et surtout d'être capable d'être régulier dans votre travail. En gros, ne pas repousser le travail à plus tard et puis se mettre à travailler uniquement 2 semaines avant les partiels. Ça ne va pas, ce n'est pas satisfaisant. Ceux qui travaillent de manière satisfaisante, c'est ceux qui travaillent de manière régulière. On vous le répète depuis l'école primaire, en réalité, mais à l'université, c'est plus vrai que jamais. Enfin, et évidemment, il faut être curieux. Être curieux, ça veut dire ne pas se satisfaire de ce qu'il y a dans les cours, de ce qu'il y a dans les TD, mais poser les questions, demander à vos enseignants des lectures complémentaires, des films complémentaires ou que sais-je encore. Dit autrement, il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on vous donne. Les cours et les TD, ça forme la base en réalité, mais c'est à vous de construire au-dessus de la base et donc de vous intéresser aux questions historiques générales. Signe que notre formation est quand même exigeante, vous pouvez voir que les taux de réussite sont quand même relativement bas en première année, puisqu'il n'y a que 30 à 40% des inscrits en première année qui passent en deuxième année. Cela s'explique assez largement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent à l'université et qui malheureusement abandonnent au bout de quelques semaines. En tout cas, ceux qui ont fait l'effort de s'accrocher pendant leur année de L1, parmi eux, parmi les présents, donc, il y en a 50 à 60% qui passent en deuxième année. Une fois qu'on est allé en deuxième année, une fois qu'on a compris quels étaient les efforts qui étaient requis à l'université, alors en L2, il y a à peu près les 2/3 des étudiants qui réussissent à passer en L3. Et de fait, en L3, on a des taux de réussite de l'ordre de 90 à 100%. En fait, en L3, on a tous les étudiants qui valident, même si c'est vrai qu'en L1 et en L2, il y a des étudiants qui peuvent avoir des difficultés à comprendre le niveau des exigences. En termes de travail et de discipline, je reviens sur le terme exigence, on ne réussit que si l'on est assidu, c'est-à-dire que si l'on vient en cours et si l'on travaille régulièrement. Nous ne faisons pas un pointage de ceux qui viennent et de ceux qui ne viennent pas en cours magistraux, ceux qui viennent en CM, comme on dit. Pour bien assimiler le cours, il est nécessaire de venir. On ne vérifiera pas si vous venez, donc il n'est pas obligatoire de venir. Par contre, c'est nécessaire, ça veut dire que c'est indispensable de venir en CM pour s'approprier le cours. Par contre, en TD, la présence est obligatoire. Là, il y a un appel qui est fait et on vous demande d'être là, bien sûr. C'est pour ça qu'il faudra demander de justifier, on vous demandera de justifier vos absences si vous êtes absent en TD. Bien évidemment, je vais en dire 2 mots d'ici quelques instants, il y a divers aménagements d'études qui sont possibles pour des raisons de handicap, si vous avez du travail à côté ou pour d'autres raisons que je vais détailler. En tout cas, et je me répète, la présence en cours magistral et en TD est indispensable pour réussir vos études,
en licence d'histoire comme du reste dans n'importe quelle autre licence. Et dit autrement, on vous demande de faire preuve d'assiduité, bien sûr, mais aussi de maturité, d'implication et d'autonomie. Vous êtes des adultes, vous serez des adultes à l'université et bien évidemment, il faut se comporter comme des adultes. Toutefois, autonomie, ça ne veut pas dire qu'on vous laisse tomber. À l'université d'Évry en général, en licence d'histoire en particulier, vous êtes assuré de bénéficier d'un accompagnement et d'un soutien de la part de vos enseignants, mais aussi de bénéficier de dispositifs de soutien annexes qui peuvent être extrêmement utiles pour vous. Exemple, nous organisons au niveau L1 mais aussi L2 des ateliers de méthode qui sont nombreux et qui vous permettent d'avoir du suivi personnalisé. Ça veut dire qu'on dispose d'un volant d'heures qui nous permet de faire venir des enseignants pour avoir des cours complémentaires, en plus de ceux que je vous ai présentés là. Et ces cours complémentaires, c'est des cours de méthode, par exemple, des cours complémentaires sur la dissertation, des cours complémentaires sur la prise de notes, si certains d'entre vous sont encore mal familiarisés avec ceci, des cours complémentaires sur comment gérer son emploi du temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus, nous disposons de tuteurs étudiants qui sont recrutés parmi des étudiants de L3. Et ces tuteurs sont là pour suivre les étudiants. Ils peuvent être contactés par les étudiants de L1 ou de L2 et ces tuteurs de L3 peuvent les aider dans leur travail. Pas dit faire leur travail à leur place, bien sûr, mais tout du moins les aider dans leur travail, leur réexpliquer, disons, des éléments sur la dissertation, par exemple, ou alors pour les aider à s'organiser. Les tuteurs, en tout cas, sont toujours très disponibles. En plus de ces dispositifs particuliers, je reviens rapidement sur ce que je vous avais présenté, nos TD sont très méthodologiques. On travaille la dissertation et le commentaire de documents en particulier. Donc la méthode, vraiment, on la travaille en TD. De plus, en L1 et en L2, vous avez de la maîtrise du français qui est proposée. Et évidemment, les responsables d'année pour le deuxième semestre de L1, par exemple, sont disponibles pour des entretiens personnalisés avec vous pour faire le point sur vos différentes difficultés. Dit autrement, nous avons une licence qui est complète, qui est assez riche, et notre université, disons, de proximité, comme on dit, notre université à taille humaine, nous permet de connaître les étudiants, mais aussi donc de les suivre et de les encadrer adéquatement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nos étudiants de L1, de L2, de L3, on les connaît, on est bien au courant de leurs problèmes personnels, s'ils ont des problèmes personnels, et ce n'est pas simplement des numéros sur une liste. On peut donc faire du vrai suivi donc, dans une licence à taille humaine et qui traite ces étudiants de manière humaine, si j'ose dire. Pour certains étudiants, il peut y avoir à l'université, enfin pour des études universitaires, des problèmes d'accessibilité qui se posent. Ainsi, il y a des possibilités d'aménagement d'études. Et ça passe en particulier par ce que l'on appelle le contrôle terminal, c'est-à-dire un régime spécial d'études. Exemple, si vous avez une activité professionnelle à hauteur de plus de 17 heures hebdomadaires, c'est le cadrage légal, vous avez la possibilité d'avoir un emploi du temps aménagé. C'est-à-dire vous êtes autorisé à ne pas suivre tel ou tel TD si vous avez une activité professionnelle prenante à côté. De même, si vous avez des responsabilités particulières en étant chargé de famille, ou alors si vous êtes sportif de haut niveau, ou alors si vous êtes en situation de handicap. Donc, il y a possibilité d'aménager vos études. Ça ne nous pose évidemment aucun problème. Les aménagements d'études aussi peuvent prendre des formes différentes, pour les cas, on va dire, moins lourds que ceux que je viens de vous présenter.
Par exemple, en cas de situation médicale particulière, vous pouvez avoir des aménagements d'examen. Par exemple, des tiers-temps, comme on dit, ça existe déjà dans le secondaire, donc un tiers du temps en plus pour composer, 4 heures au lieu de 3 pour un examen de 3 heures par exemple. Vous pouvez aussi avoir dans différents cas accès à un ordinateur pour les examens, pour vous faire taper à l'ordinateur plutôt que rédiger à la main. Dans certains cas aussi, on peut mettre à disposition un preneur de notes là où c'est indispensable. Donc, grâce au service handicap, que l'on peut remercier et saluer, différents aménagements d'études sont rendus possibles. Pour candidater en licence, enfin, la candidature des lycéens se fait par la plateforme Parcoursup que vos professeurs principaux de terminale vous font découvrir. La première condition pour pouvoir candidater chez nous, comme du reste dans n'importe quelle licence d'histoire, c'est d'avoir bénéficié d'un enseignement en histoire-géographie pendant les 3 années de lycée. Donc, ça, pas de problème, vous êtes concerné. Sur Parcoursup, on classe les dossiers, on classe les candidatures. Et dans l'établissement de la note, qui permet le classement, on tient compte de vos notes de première et de terminale en histoire-géographie, en français, mais aussi en philosophie. Donc, à partir de tout cela, on établit une note. On tient compte aussi de la fiche à venir. Vos professeurs principaux de terminale vous expliqueront de quoi il s'agit. Et à partir de tout ceci, on établit une note, on établit un classement et on appelle les étudiants selon leur rang de classement. Notre capacité d'accueil en première année, ça veut dire le nombre d'étudiants de première année que l'on fait venir, est de 155. Et il y a toujours quelques redoublants, ce qui veut dire qu'au maximum, on a quelque chose comme 170 étudiants en première année. Mais ici, on parle non pas des redoublants, mais de ceux qui ont été acceptés sur Parcoursup. Selon la qualité de vos dossiers. Donc, votre dossier sera accepté de manière conditionnelle, sera classé en attente ou sera refusé. Alors, refusé, c'est quand on vous dit non sur Parcoursup. Accepté, c'est quand on vous dit oui. Et accepté de manière conditionnelle, c'est quand vous êtes oui, si. Oui, si, ça veut dire que on veut bien de vous, mais on vous met en garde, dirons-nous, on vous met en garde en disant qu'il y a certaines faiblesses, par exemple en expression, qui font que ça risque de ne pas être simple pour vous. Quand vous êtes en oui-si, vous devrez donc, en première année, au premier semestre, en plus des enseignements que je vous ai présentés tout à l'heure, participer au dispositif dit de l'émulateur. Émulateur, donc les enseignements complémentaires que je vous avais rapidement présentés il y a quelques instants. Alors, parlons franchement, dans les faits, il y a de la place pour tous les candidats. Ça veut dire que tous ceux qui postulent en licence d'histoire à Ivry, ils étaient 600 à postuler l'an dernier, il y en a 155 qui ont été acceptés, et tous ceux qui étaient motivés, tous ceux à qui on a dit oui et qui étaient intéressés par la licence ont pu en fait rejoindre notre licence et sont aujourd'hui en L1. Donc il y a de la place pour tous les candidats. Si votre classement n'est pas très satisfaisant, si vous êtes entre guillemets mal classé, eh bien il va par contre falloir attendre qu'il y ait de la place qui se libère. Donc vous n'êtes pas assuré d'avoir de la place tout de suite. C'est tout à fait possible en fait que l'on vous dise oui mais en attente. Si vous êtes oui, mais en attente, ça veut dire que vous n'êtes pas dans les 155 meilleurs dossiers et ça veut dire que peut-être vous avez, disons, un dossier qui devrait vous faire réfléchir à penser à faire autre chose. C'est, on va dire, un premier signal sur vos chances réelles de réussite à l'université. Quoi qu'il en soit, si vous êtes motivé et si vous voulez une place, alors le meilleur moyen, c'est d'avoir un bon dossier de première, d'avoir un bon dossier de terminale et de faire en sorte d'avoir un bon classement. Si vous avez une bonne note
telle qu'on vous la calcule, à partir de votre fiche à venir, de vos résultats d'histoire, de français, de philosophie, vous êtes assuré d'avoir un bon classement et vous êtes assuré que l'on vous dise oui tout de suite. Donc, en somme, votre année de terminale, elle est tout à fait déterminante, puisque c'est à partir de vos résultats en terminale que vous aurez un bon dossier scolaire, et ce dossier scolaire vous permettra d'être accepté là où vous avez envie d'être. Et nous l'espérons, tout du moins, en licence d'histoire à l'Université d'Évry. Une fois que vous êtes chez nous, vous n'êtes toutefois, rassurez-vous, pas prisonnier, puisque si vous vous rendez compte en première, voire en deuxième année, que l'histoire n'est peut-être finalement pas ce qui vous intéresse le plus, que vous avez envie d'aller voir ailleurs, sachez que votre formation en histoire, du fait qu'elle est pluridisciplinaire à Évry, qu'elle vous donne des enseignements en économie, en sociologie, cela favorise les réorientations. Ça veut dire qu'à partir de l'ensemble des enseignements que l'on vous a proposés, vous avez, disons, des clés aussi pour vous débrouiller dans d'autres disciplines. En somme, donc, notre caractère pluridisciplinaire favorise les réorientations. Donc, si au bout de la première année, vous vous rendez compte que l'histoire n'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, il vous est tout à fait possible de demander à rebasculer vers une autre licence, par exemple économie ou sociologie. De plus, à l'issue de la L2, vous avez, grâce à la formation d'Évry, un bagage qui est suffisamment large en histoire, mais aussi en enseignement complémentaire, pour vous permettre de postuler à différentes licences professionnelles. Par exemple, que ce soit des licences professionnelles en archivistique, des licences professionnelles en patrimoine naturel. Je pense notamment à la licence professionnelle qui est proposée en lien avec le département d'histoire à l'Université d'Évry. Enfin, à l'issue de la L2, vous pouvez bien évidemment continuer en troisième année chez nous, à l'Université d'Évry. Et là, on vous propose 3 parcours avec des jeux d'options particuliers qui vous ouvrent, disons, des carrières ultérieures et qui vous permettent de préparer vos candidatures en master. Nous avons un parcours dit Histoire et Société, où là, on met, si j'ose dire, le paquet sur l'histoire, sur les langues anciennes également, et là ça vous prépare au métier de l'archive notamment ou de la communication. Vous avez un parcours dit Histoire, Géographie et Dynamique politique, qui propose beaucoup plus de géographie que les autres parcours, et là c'est tout à fait intéressant si vous souhaitez préparer un CAPES, notamment un CAPES d'Histoire-Géographie, puisque là ça vous donne une bonne formation en géographie, une formation poussée en géographie. Et enfin, notre troisième grand parcours, c'est le parcours dit enseignement et sciences pluridisciplinaires, qui là vous aide à préparer un master MEF premier degré pour devenir professeur des écoles. En effet, dans ce parcours ESP, enseignement et sciences pluridisciplinaires, vous avez des enseignements en français, en mathématiques, en informatique, en EPS, qui viennent donc renforcer vos éventuelles lacunes et vous permettent de vous préparer aux épreuves du CAPE, comme on dit, certificat d'aptitude au professorat du premier degré, donc pour devenir professeur des écoles. Enfin, pour de plus amples informations, nous serons absolument ravis de pouvoir vous rencontrer lors des journées portes ouvertes de l'université qui auront lieu le 6 février 2021, donc de 9h30 à 17h30 à l'université. Nous serons dans le hall du bâtiment premier cycle. On nous a informé, étant donné la situation sanitaire, que ces journées portes ouvertes, il fallait réserver sa place et son créneau. Pour la réservation de la place ou du créneau, je vous invite donc à suivre le lien qui est précisé ici. Pour tous les contacts aussi directs que nous pouvons avoir, je vous donne l'adresse mail de ma collègue qui est responsable de L1 au premier semestre, Madame Dartou, qui enseigne l'histoire ancienne. Mon adresse mail qui s'affiche ici en bleu, et mon adresse mail qui s'affiche ici en bleu, la mienne, moi qui suis responsable de licence et qui suis donc, comme je vous l'ai dit, responsable de la L1 au second semestre. Et également quand même, et peut-être surtout quand même, enseignant en histoire moderne.
Bien, je vous remercie de votre attention en tout cas et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup à vous encore et merci encore au service du Saône, du service numérique de l'université pour leur travail et leur accueil. Merci beaucoup Julien pour cette présentation très très complète et très exhaustive donc de la filière Histoire à l'Université d'Ivry, qui, on l'a compris, est une filière très exigeante, qui nécessite quand même beaucoup de préparation, des capacités, la prise en compte d'un parcours scolaire, je dirais, réussi pour pouvoir postuler donc, à la filière Histoire à l'Université d'Ivry. Mais vous avez quand même montré aussi que l'étudiant, quand il arrive à l'Université d'Ivry, bien évidemment, il est bien accueilli parce qu'il y a des enseignants référents qui sont là. Il est bien encadré parce que l'organisation de la formation permet aussi à l'étudiant de suivre des enseignements aussi bien en grand groupe qu'en petit groupe, mais il y a aussi la possibilité pour l'étudiant, si jamais la filière Histoire ne lui plaît pas, de pouvoir se réorienter vers d'autres filières que nous avons à Ivry. Vous avez cité bien évidemment la sociologie, l'économie et la géographie. Voilà, donc la présentation me paraît très, très complète. Alors, je n'ai pas de questions pour l'instant des étudiants, des futurs étudiants d'histoire. Mais moi, j'aurais une question que peut se poser n'importe quel élève de lycéen qui va venir à l'université. C'est comment vous organisez le passage d'un enseignement en amphi, ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé les CM, les cours magistraux, à un enseignement en petits groupes. Vous avez dit que c'est l'enseignement en amphi, donc les CM, les cours magistraux ne sont pas obligatoire, mais il est quand même très fortement conseillé aux étudiants de pouvoir y assister, sinon il manquerait quelque chose lorsqu'ils vont aller en TD. Donc comment se fait en fait un peu le passage de CM en petits groupes? Alors, merci de votre question. En fait, j'aurais dû le préciser d'ailleurs dans ma présentation, lorsque vous êtes accueilli à l'université en L1 au premier semestre, vous êtes disposé dans des groupes, des groupes de TD, comme on dit. Il y a au premier semestre 5 groupes de TD et au second semestre 4 groupes de TD. Et ce groupe, c'est entre guillemets une classe, enfin, vous n'êtes plus au lycée, donc on ne parle plus de classe, on parle de groupe de TD, mais finalement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous êtes 20, 25, 30 étudiants qui suivront les travaux dirigés ensemble pour, on peut regarder à nouveau la maquette, pour l'ensemble, en fait, des TD. Ainsi, le groupe numéro 1 sera ensemble au premier semestre pour le TD d'histoire moderne, pour celui d'histoire contemporaine, celui d'anglais, d'expression écrite, de méthodologie et éventuellement pour l'émulateur. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas livré à vous-même, bien sûr, en tant qu'étudiant. D'une part, il y a des enseignants qui sont là pour répondre à vos questions, bien sûr, et pour vous encadrer et vous suivre, en particulier dans le cas des TD. Mais vous avez aussi des classes, entre guillemets, donc des groupes de camarades dont vous ferez progressivement la connaissance et qui vous permettront de ne pas être isolés. En cette période de confinement, lorsque nous avons été confinés à la rentrée de novembre, en réalité, heureusement que la solidarité étudiante à l'intérieur des groupes avait joué et merci à nos délégués de groupes étudiants qui, dès le début du semestre, avaient créé des groupes WhatsApp pour les étudiants, ce qui permettait en fait, des groupes Facebook aussi, plus d'autres outils de communication, différents groupes, disons, numériques, qui permettaient la circulation des informations.
Donc, en tout cas, un aspect fondamental de la sociabilité étudiante, c'est précisément le TD et le groupe de TD. C'est dans le cadre de ces groupes que vous faites la connaissance de vos camarades, avec évidemment le brassage entre groupes qui se fait en CM. Donc, il y a les échanges avec vos pairs, comme on dit, avec pairs, P-A-I-R-S, donc avec vos camarades, mais il y a aussi, bien sûr, tous les personnels enseignants qui sont là à votre disposition et qui font fonction, disons, d'encadrement et de support. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner... disons, en termes de recrutement, la part des étudiants qui sont acceptés, disons, d'entrée sans problème, ceux dont vous avez parlé, qu'ils étaient en ce que vous appelez les 8C, c'est quoi la proportion de chaque groupe d'étudiants que vous accueillez, sachant que vous avez dit quand même que tous les étudiants qui avaient un bon dossier étaient acceptés, quoi. Donc, sur les 600, 155 sur 600. Est-ce qu'on peut savoir les proportions de chaque groupe? Que je me rappelle bien, on avait fait ça avec ma collègue Madame Dartout au printemps dernier. Déjà, nous calculons, je me répète, excusez-moi, mais votre note sur Parcoursup à partir de vos résultats de première et de terminale, d'histoire-géographie, de français, de philosophie, et nous mettons une note selon la qualité de votre fiche dite Avenir. À partir de tout ça, nous calculons une note sur 20. Parcoursup fonctionne sur le mode de la note sur 20. Et nous avons fait le choix avec ma collègue de mettre oui, si à tous les candidats qui n'avaient pas eu une note calculée de 9 sur 20. Donc, si vous êtes en dessous de 9 sur 20 de notes calculées selon ce que je vous ai présenté, alors vous êtes en oui, si. Alors, en réalité... à l'université d'Evry, le principe, ça a été voté, c'est acté, on ne refuse personne. À Evry, le principe, en licence, c'est que si vous avez eu votre baccalauréat, alors vous êtes accepté. Le seul moyen, si j'ose dire, d'être refusé à l'université d'Evry, c'est de ne pas avoir votre baccalauréat. Donc ça, pour refuser, c'est répandu. Pour les WICI, dans mon souvenir, nous en avions sur à peu près 600 candidats, quelque chose comme 80 ou 90 que nous avions classés en WICI. Et cette année, au premier semestre, nous avions 25 à 30, c'est le chiffre, je l'ai en tête, c'est 30 étudiants qui étaient en WICI sur 165 étudiants en première année. 155 qui avaient été acceptés selon la manière standard et 10 redoublants. Très bien. Et donc, ces étudiants qui sont en WICI suivent donc les enseignements dans le cadre de l'émulateur. On n'a pas encore de recul parce que l'émulateur il y a juste, c'est la première ou la deuxième année à l'université, donc on ne sait pas encore. Si vous aviez déjà un groupe qui a suivi toute une année, est-ce qu'il a pu intégrer donc le cursus normal avec des meilleures chances de raccrocher, je dirais, un peu le wagon? Alors, c'est une vraie question et vous avez pointé en fait le nœud du problème, c'est-à-dire que l'émulateur, c'est un dispositif qui est tout nouveau à l'université d'Evry et nous manquons effectivement du recul pour pouvoir dire dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne bien ou pas. De ce que l'on peut voir, cela fonctionne quand même de manière assez intéressante, puisque en histoire, l'émulateur, nous faisons faire aux étudiants en émulateur, disons, des exercices complémentaires en expression écrite et en expression orale, et c'est tout à fait profitable pour les étudiants. Malheureusement, comme vous le savez, cette année universitaire est exceptionnelle à tous les égards et nous ne pourrons donc pas tirer un bilan très net de l'émulateur à partir uniquement de l'expérience de cette année.
C'est dans la durée seulement qu'on pourra faire un bilan, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes pris en WICI à l'université, vous aurez des compléments. Enfin, en licence d'histoire, vous aurez des compléments sous forme d'exercices en maîtrise de l'expression écrite et de maîtrise de l'expression orale. Vous avez bien compris que c'est là-dessus que l'on insistait. Nous sommes une licence qui travaille sur l'écrit énormément. Et encore, donc par rapport à devenir à l'insertion professionnelle, donc j'ai bien vu qu'il y a effectivement 2 orientations possibles. Donc pour les étudiants qui veulent partir donc dans l'insertion, il y a plusieurs possibilités. Ceux qui veulent poursuivre, donc c'est un master recherche, du coup là, donc c'est poursuivre en thèse, en doctorat. Est-ce qu'on connaît la proportion de ceux qui après la licence poursuivent en master recherche et ceux qui s'insèrent? Est-ce que vous avez une idée un peu des... Alors, c'est une vraie question. Ce n'est pas moi qui m'occupe du master à proprement parler, mais j'ai quelques chiffres qu'on a pu compiler avec mon collègue qui était anciennement responsable de licence avant moi. Virtuellement, tous nos étudiants de licence 3 poursuivent en master. Dans l'ensemble, on en a à peu près le tiers qui poursuit en master recherche, on en a le tiers qui poursuit en master professionnalisant chez nous ou ailleurs, et on en a un autre tiers qui fait un master recherche ou professionnalisant mais dans un autre domaine que l'histoire, ou alors qui valorise en fait toutes les compétences que je vous ai présentées pour aller faire, pour aller vers des domaines qui sont assez différents. Mais en tout cas, donc, comme je vous l'ai dit, quand on fait une licence à l'université, c'est pour poursuivre après avec un master recherche ou professionnalisant. Un tiers, donc c'est intéressant. En gros, c'est ça. Oui, oui, très bien. Alors, sur les métiers que vous avez présentés tout à l'heure, il y a quand même une palette très, très importante. Métiers de la formation, la petite enfance, les emplois administratifs et commerciaux, la banque, l'assurance, la gestion de biens immobiliers, gérant d'entreprise, donc c'est assez large. D'après ce que les remontées que j'ai eues, il paraît que quand même que la formation en histoire à Ivry, il y a un taux de réussite au concours d'enseignement qui est assez important apparemment, et vous avez un taux de réussite qui est assez exceptionnel. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ça fait toujours un petit peu vantard de présenter les choses comme ça, mais effectivement, nous avons des taux de réussite au master MEF premier degré, pardon, excusez-moi, je recommence. Nous avons des taux de réussite au concours de recrutement pour les enseignants du premier degré, donc professeurs des écoles, ou alors pour le second degré, donc le CAPES d'histoire-géographie, qui sont tout à fait importants. Au niveau global, les taux de réussite au niveau de la France pour le CAPES d'histoire-géographie, c'est à peu près 1 sur 6 ou 1 sur 7 qui est pris. Et à Évry, on est entre 1 sur 3 et 1 sur 2. Alors, certes, c'est des petits effectifs, on a une dizaine ou une douzaine de candidats, mais vous voyez que c'est quand même pas tout à fait négligeable. En fait, si on a une bonne préparation, et je pense qu'on peut le dire, et je pense qu'il faut saluer notre collègue, monsieur Lebeau, qui anime justement ce master MEF à Évry, on a des bons taux de réussite. D'une part parce qu'on s'associe avec l'université de Nanterre pour cette formation, pour cette préparation au concours. Donc on met en commun les forces de Nanterre et les forces d'Évry, première chose. Et une deuxième raison, ça tient à des raisons qui sont liées à la maquette, donc aux enseignements qui sont proposés à Ivry. Vous avez bien compris qu'on enseignait la géographie toutes les années et tous les semestres. Et étant donné que nous avons une bonne formation en géographie, une solide formation en géographie, nous avons des candidats au CAPES qui ne sont pas de purs historiens, mais qui sont des historiens et déjà un peu des géographes. Et donc ça les aide quand même beaucoup pour la réussite au concours. Encore une fois, et ce qui fait la
troisième raison, je dirais, qui fait que l'on a de bons taux de réussite au concours de recrutement, c'est que on est dans une université à taille humaine, les groupes d'étudiants ne sont pas gigantesques. Chez nous, les étudiants, c'est des êtres humains, pas des numéros, et on vous le dira dans n'importe quelle formation à Évry d'ailleurs. Et étant donné que l'on connaît les étudiants, que l'on suit les étudiants, eh bien, ça les met en confiance et ça les met dans de bonnes dispositions pour préparer et donc réussir leur concours. Donc oui, effectivement, notre licence d'histoire à Évry, avec sa forte coloration géographique, c'est un très bon tremplin pour une réussite ultérieure au CAPES d'histoire-géographie. Bien évidemment, j'insiste aussi, puisqu'on parlait des concours, sur le parcours de L3, de troisième année, enseignement et sciences pluridisciplinaires, avec des enseignements complémentaires, vous avez bien compris, en français, en mathématiques, en sciences, en informatique, en EPS, qui permettent une remise à jour du logiciel, on va dire, pour les étudiants et qui les mettent, disons, dans de bonnes dispositions, là encore, pour pouvoir aborder sereinement le concours, la préparation du concours de recrutement des enseignants du premier degré. Donc, on a des maquettes de licence qui sont bien pensées pour une insertion ultérieure. En gros, en licence d'histoire à Évry, on pense déjà master. Très bien. Alors, parmi donc les poursuites d'études que vous avez tout à l'heure mentionnées, il y en a quand même un certain nombre qui sont assez, je dirais, prestigieuses et même, je dirais, importantes, parce que vous avez parlé de l'aménagement du territoire, master en aménagement du territoire, master sociologie, donc là, il y a des passerelles à Évry, école de journalisme, institut d'études politiques et même des écoles de commerce. Donc ça fait quand même des ouvertures assez diversifiées, assez importantes. Est-ce que vous avez là aussi à peu près en proportion par rapport à ces poursuites, la répartition de vos étudiants ? Je vous avais parlé tout à l'heure des 3 tiers, avec le tiers qui allait en master recherche, le tiers qui allait dans différents masters professionnalisants et un tiers qui allait vers d'autres secteurs, on va dire. Et parmi ces autres secteurs, il y a effectivement école de journalisme, institut d'études politiques, aménagement du territoire ou alors des choses auxquelles on ne penserait pas spontanément, mais dans lesquelles les étudiants s'insèrent avec grand profit. J'insiste bien là-dessus parce que gardons quand même bien en tête que une licence d'histoire, ça ne débouche pas nécessairement et uniquement sur l'enseignement, mais que ça ouvre quand même à bien d'autres choses. Et gardez bien en tête donc que les écoles de commerce, par exemple, sont tout à fait preneuses de dossiers de candidature en master qui proviendraient de licences qui ne soient pas forcément des licences en économie-gestion, par exemple. De la même manière, une licence d'histoire, et je pense tout particulièrement au parcours de L3 dont je vous parlais tout à l'heure, le parcours histoire, géographie et dynamique politique est tout à fait adapté pour postuler ensuite en institut d'études politiques, en institut de journalisme et ainsi de suite. En effet, il y a des enseignements renforcés en géographie, il y a un enseignement en géopolitique également qui est prévu et donc tout ça, ça muscle le dossier, si je puis dire, pour postuler de manière adéquate dans les formations que je mentionnais. Donc, on le sait aujourd'hui, effectivement, vous avez développé un solide, je dirais, contenu dans ce qu'on appelle la culture générale. Et donc, c'est ça qui permet, à mon avis, aussi une meilleure insertion et plus de passerelles vers d'autres formations, d'autres métiers que vous avez cités ici. J'aimerais parler maintenant du volet recherche, parce que bien évidemment, nous sommes à l'université, la formation est adossée à la recherche, et la recherche, bien évidemment, se développe aussi à travers la formation. Et donc, effectivement, une des caractéristiques de département histoire à Évry, c'est
c'est le lien avec l'industrie, avec les techniques. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce volet-là? Parce que, évidemment, alors vous avez parlé de master recherche, donc il y a des étudiants qui peuvent avoir envie de poursuivre après le master. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme ressources, comme possibilité de développer des recherches dans le domaine de l'histoire à Évry? Alors, merci de votre question, vaste question d'ailleurs, qui nous permet de rappeler que les enseignants à l'université sont ce que l'on appelle des enseignants-chercheurs. Ça veut dire qu'une partie de notre activité, c'est de faire des cours, de corriger des copies, de répondre à vos questions et ainsi de suite, ce que fait n'importe quel enseignant. Mais une partie de notre activité, c'est de faire de la recherche. Alors, il se trouve que nous sommes rattachés, nous, enseignants-chercheurs d'Évry, à 2 laboratoires de recherche, comme on dit, c'est-à-dire à 2 groupements de chercheurs, qui sont d'ailleurs parmi les plus gros laboratoires de recherche en région Île-de-France, et donc en France. Nos collègues d'histoire ancienne sont rattachés au laboratoire dit ANIMA. Vous savez, le logo ici qui est présenté à gauche. C'est un laboratoire de recherche en sciences de l'Antiquité qui travaille sur des domaines très diversifiés, mais généralement sur les questions religieuses, les questions politiques, les questions institutionnelles. Et les collègues d'histoire médiévale, donc du Moyen-Âge, d'histoire moderne et d'histoire contemporaine, sont rattachés au laboratoire dont le logo est ici à droite, le laboratoire IDHES, institution et dynamique historique de l'économie et de la société. C'est dit de manière un petit peu complexe, tout ça pour dire en fait que nous travaillons en histoire économique et en histoire sociale. Alors, je travaille, mon collègue d'histoire moderne, travaillons sur la circulation et les échanges au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mon collègue d'histoire moderne travaille beaucoup sur la construction des routes, sur la circulation, les moyens de transport, mais aussi sur les ingénieurs qui construisaient les routes. Je travaille à titre personnel plutôt sur les marchands, sur les circulations marchandes et autre chose. Mes collègues en histoire contemporaine travaillent pour certains en histoire économique, en histoire des techniques tout particulièrement, et travaillent notamment sur l'histoire de l'industrie au XXe siècle. Un collègue travaille également en histoire du syndicalisme au XXe siècle en particulier. Donc ça, c'est nos domaines de recherche, disons, particuliers, mais à partir de ces formations, enfin de notre formation, nous pouvons évidemment diriger des masters, voire des doctorats sur des thèmes, disons, tout à fait variés. Mais l'idée, oui, effectivement, c'est que nous sommes des enseignants-chercheurs et notre enseignement se nourrit en fait de notre recherche. Je ne vous ai pas présenté ici les enseignements de L3, mais dans les enseignements de L3, nous commençons à initier les étudiants à la recherche en nourrissant nos cours de nos recherches, en présentant beaucoup de documents originaux. En L3, d'ailleurs, nous demandons au 2e semestre aux étudiants de partir à une sorte de chasse au trésor, c'est-à-dire d'aller dans les archives pour trouver un document disons, inédit, donc qui n'a jamais été étudié et travaillé auparavant, et d'en faire l'édition. Ça veut dire de l'expliquer, le commenter après l'avoir présenté. Donc oui, nous initions à la recherche à partir de la L3 par les problématiques de nos cours, mais aussi par les exercices que nous donnons aux étudiants. Très bien. Très bien. Alors, moi, j'aimerais vous interroger sur les projets tutorés. Est-ce que vous pouvez nous en présenter un ou deux? Alors, le projet tutoré, c'est un dispositif qui est tout nouveau et qui rentre en application cette année. Alors, donc, les étudiants de L2 de cette année vont essuyer les plâtres, comme on dit familièrement. Ça veut dire qu'ils vont, disons, expérimenter ce que c'est que ce projet tutoré. On
On a à peu près une cinquantaine d'étudiants de L2. Parmi ces étudiants de L2, quelques-uns vont avoir un stage au second semestre, et ce stage, c'est dans une entreprise ou une institution travaillant dans le domaine culturel au sens large. Je discutais avec une étudiante hier de L2 qui a un stage dans une entreprise de généalogie pour faire des recherches généalogiques sur les patrimoines des familles. Et par contre, on aura à peu près une cinquantaine d'étudiants qui seront en projet tutoré. On va avoir 12 groupes de projets tutorés, donc 12 groupes d'étudiants qui vont commencer à travailler à la fin du mois de janvier et qui nous rendront un travail fin avril, début mai. Ils vont définir, en lien avec un enseignant de l'université, un thème de recherche. Ils vont définir un thème et un sujet de recherche. Et cette petite équipe, pendant 3 mois, va faire des recherches sur ce sujet et va nous livrer un produit final qui sera, disons, un petit article d'une vingtaine de pages sur ce qui nous a, sur le thème que l'on aura défini ensemble. Donc, vous avez bien compris que ça permet de travailler la problématisation, que ça fait lire beaucoup les étudiants, que ça les force à rédiger et à rédiger précisément, et surtout, comme c'est du projet tutoré, ça va nous permettre, nous, enseignants, de les suivre, de les guider, de les réorienter éventuellement lorsqu'ils font fausse route dans leurs recherches. Donc l'idée, c'est vraiment, il y a un tuteur universitaire, un enseignant, qui supervise le travail des étudiants. Alors, nous ne pouvons pas encore faire de retour d'expérience puisque ça commence cette année, mais en tout cas, les étudiants de L2 ont l'air, on va dire, curieux au bon sens du terme de ce que peut être cette histoire de projet tutoré. Donc on a plutôt bon espoir. Il y a le stage ou c'est complémentaire? C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Soit on fait le choix du stage, soit on fait le choix du projet tutoré, sachant que stage ou projet tutoré, c'est ce qui nous permet, je vous ai indiqué dans la maquette, c'est une forme d'initiation et de découverte professionnelle, puisque par le projet tutoré, par le stage évidemment, on travaille en entreprise ou en institution, donc on découvre le monde de l'entreprise ou des institutions, et par contre, par le projet tutoré, là, on apprend le travail en équipe, on apprend l'organisation, on apprend à faire un PowerPoint par exemple, on apprend à faire une présentation orale synthétique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un mémoire à la fin de chaque épreuve, donc que ce soit le stage ou le projet tutoré, il y a un mémoire, il y a un rendu écrit. Stage, il y a le mémoire de stage, et le projet tutoré, c'est, comme on vous l'a dit, un exercice de rédaction d'un petit article, d'un article d'une vingtaine de pages. Qui sont notés et qui font partie, bien évidemment, de l'évaluation. Pas beaucoup d'enseignants qui corrigent des copies pour le plaisir quand même, soyons honnêtes. Donc oui, évidemment, ce sera noté. Et ça compte coefficient 2 dans un ensemble de coefficients du semestre de 30. Donc ce n'est pas un exercice qui est totalement négligeable non plus. J'aurais une question sur les métiers qui sont exercés par les diplômés d'histoire. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous présenter un ou deux métiers emblématiques d'un diplômé d'histoire? Je ne sais pas si vous aviez une idée d'un métier sur lequel vous voulez zoomer un peu une présentation. Je ne présenterai pas le métier d'enseignant, même si c'est un métier qui n'est pas forcément aussi connu que ce que l'on pourrait croire. On voit des enseignants et on a tous vu des enseignants, mais on ne sait pas forcément ce que c'est que l'arrière-cour, l'arrière-cuisine, ce qu'est travailler un enseignant. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est par exemple les métiers de la documentation et de l'archivistique. Ainsi, lorsque vous êtes archiviste, vous pouvez travailler par exemple dans une entreprise, dans une grosse entreprise, ou alors vous pouvez travailler dans des dépôts d'archives municipaux ou dans des dépôts d'archives départementaux, voire aux archives nationales.
Vous avez des quantités de papier qui sont produites par les administrations, les entreprises et autres tout à fait gigantesques. Or, les administrations, les entreprises peuvent déposer leurs archives, c'est-à-dire leurs documents, dans les dépôts d'archives. Donc, lorsque l'on est archiviste, on fait en sorte d'inventorier l'ensemble de ces archives, donc de les classer et les classer, mais les répertorier également, et de faire en sorte qu'ils soient accessibles au public, sachant que le public, ça peut être évidemment des chercheurs, ça peut être des personnes intéressées par des recherches généalogiques, mais je vous avais parlé tout à l'heure d'une étudiante qui veut faire un stage dans le domaine de la généalogie, travailler par exemple pour des cabinets de notaires. Je parlais de l'urbanisme tout à l'heure. Eh bien, lorsque l'on fait un plan d'aménagement des sols dans une commune, dans une communauté de communes, on a besoin de savoir ce qui est constructible, ce qui n'est pas constructible. On a besoin de savoir à qui appartient le terrain. Donc, lorsque l'on fait de l'aménagement du territoire, on a besoin de connaître aussi le classement des archives et d'aller travailler aux archives. Donc, vous voyez que le métier de l'archivistique, c'est mettre à disposition des chercheurs et de tous ceux qui en ont besoin, et même des citoyens, l'ensemble du patrimoine papier, mais aussi informatique, numérique. Qui est accumulé, numérique, mais qui est accumulé par les institutions et les entreprises. Quand on parlait de l'aménagement du territoire, par exemple, ça, c'est des formations qui recrutent des historiens ou des géographes. On travaille sur les plans d'occupation des sols dans les communes et les communautés de communes. Donc, on regarde ce que l'on peut construire à tel endroit. On réfléchit pour le compte des communes pour savoir ce qui peut être installé à tel endroit et ce qu'il est pertinent d'installer à tel endroit ou à tel autre endroit. On réfléchit sur la nature des bâtiments et autre chose. Donc, vous voyez, on a besoin d'avoir des connaissances géographiques et patrimoniales pour travailler en aménagement du territoire et donc une formation en histoire, notamment en histoire et géographie comme à Évry, est tout à fait appropriée pour ceci. Bien, merci beaucoup. Donc, je pense que si vous avez des choses à ajouter, c'est le moment parce qu'on va conclure cette présentation. Il n'y a pas de questions qui remontent pour l'instant. Enfin, je pense qu'il n'y en aura pas. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette formation à Évry? Moi, j'ai noté que c'est une formation quand même qui est assez bien calibrée, avec des solides... des contenus très solides, avec des exigences aussi pour les étudiants et qu'il y a un très bon encadrement, des possibilités de réorientation, il y a de la recherche, il y a des métiers très variés. Donc, je pense que je suis sûr que vous avez donné envie à plein de lycéens de venir à Évry. En plus, nous sommes dans un bassin où il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Issonne, mais aussi du Val-de-Marne, mais aussi de la Seine-et-Marne qui peuvent venir à Évry. Si vous avez des choses à rajouter, c'est le moment. Alors, il me semble avoir déjà beaucoup parlé. Donc, si vous avez des questions, évidemment, à nous poser, vous pouvez les poser à ma collègue ou à moi-même aux adresses qui sont affichées ici, ou alors, encore mieux, vous pouvez nous rencontrer lors des journées portes ouvertes du samedi 6 février 2021, 9h30, 17h30. Il faudra juste vous inscrire au lien qui vous est indiqué ici. Mais le mieux, en tout cas, c'est de se voir. On s'en rend compte en particulier dans ces périodes de confinement. Donc, on vous verra et on discutera avec vous avec plaisir lors des journées portes ouvertes du samedi 6 février. Bien, merci beaucoup. Donc, vous avez bien noté que c'est donc à Évry, c'est une petite université de proximité, et que la filière histoire recrute quand même beaucoup d'étudiants qui sont très motivés, avec des petits groupes bien encadrés. Donc, n'hésitez surtout pas à venir le 6 février si vous voulez rencontrer les enseignants, avoir un peu plus d'informations, envoyer aussi des mails. Et donc, je signale aussi que les mercredis de la découverte continuent, donc la semaine prochaine, le 20 janvier, de 13h30 à 15h30.
pour les sciences, pour l'ingénieur. Voilà, donc je remercie Julien pour cette présentation. Je vous remercie à vous d'avoir assisté donc à cette présentation. Et puis je vous invite bien évidemment à aller soit sur notre site, soit à venir le samedi 6 février lors des journées portes ouvertes pour rencontrer les enseignants, avoir un peu plus de renseignements. Merci beaucoup, merci à tous et bonne soirée. Merci.